BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va évidemment parler de ce choc après cette dissolution de l'Assemblée nationale. On est en effet de sidération. En tous les cas, plusieurs milliers de personnes ont défilé en France et notamment à Paris. Plusieurs syndicats ont défilé eux aussi, mais d'autres se sont abstenus. Bonsoir Frédéric Souillot. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière et vous avez dit non, on ne va pas défiler, ainsi que la CFDT et la CFTC et CFE-CGC. Pourquoi Force ouvrière refuse de prendre parti, de s'exprimer? Alors, c'est pas qu'on refuse de s'exprimer, on s'exprime sur les revendications et sur le reste. Pour nous, élections législatives, dissolution ou pas, c'est comme les Jeux Olympiques, il n'y a pas de trêve dans les revendications. Maintenant, on est la seule organisation syndicale à ne jamais appeler à voter pour l'un ou contre l'autre. Et c'est comme ça depuis 76 ans. Et c'est dans les statuts. Quand les anciens ont créé Force ouvrière, c'était pour arrêter d'être la courroie de transmission du Parti communiste. Oui, alors c'est vrai, vous nous rappelez votre histoire, c'est important. Cela dit, on voit bien que là, on est dans une situation que certains, en tous les cas, qualifient de dramatiquement historique. Alors, dramatiquement historique, je ne le sais pas. Le seul responsable de cette situation, c'est le président de la République. Oui. Sa dissolution, c'est un aveu d'impuissance et un rejet de ses politiques qu'il a menées depuis au moins 2022. Et je ne parle pas de 2017-2022, c'est pas autre chose. Mais en même temps, est-ce que vous ne trouvez pas que justement la gravité de ces temps politiques peut justifier, en tous les cas, un engagement très fort de Force ouvrière? L'engagement très fort de Force ouvrière, demandé à nos adhérents, dans nos structures, il est fort, il est puissant. On a fait 2 communiqués la semaine dernière, j'en avais fait un avant les élections européennes pour rappeler nos revendications. Oui. Aujourd'hui, stigmatiser les électeurs, je pense que c'est la mauvaise solution. Maintenant, on ne va pas s'immiscer dans la politique, c'est le rôle des citoyens, mais par contre, on va rappeler nos revendications et ce qui fait le squelette de Force ouvrière, toute politique de rejet de l'autre, l'antisémitisme, le racisme et tout ce qui va avec. Quand vous voyez Kylian Mbappé qui dit qu'il n'a pas envie de porter le maillot d'un pays qui ne représente pas ses valeurs, vous lui répondez quoi? Je ne réponds pas. Kylian Mbappé ne m'a pas appelé avant de faire sa déclaration. Non, mais enfin, vous avez un téléphone, vous pouvez regarder sur Twitter. Non, mais c'est sa déclaration. Sur X, pardon. C'est la déclaration de Kylian Mbappé. Mais il a raison, est-ce que c'est le rôle des sportifs? Alors, je ne sais pas si c'est le rôle des sportifs. Je ne suis pas non plus sélectionneur de l'équipe de France de football. Que les sportifs appellent à aller voter. Ce que nous appelons tous à faire. Maintenant, je ne suis pas directeur de conscience. Que chacun aille voter ce qui lui semble bon. Je ne suis pas directeur de conscience, intéressant. Est-ce que je ne sais pas si vous avez vu l'AFEP, vous voyez l'Organisation des grandes entreprises. Elle a alerté tout à l'heure sur un risque majeur de décrochage de la France, décrochage évidemment économique. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Est-ce que pour vous, la France est déjà est en risque de décrocher? Alors, je ne sais pas si elle est en risque de décrocher, mais la situation dans laquelle on se trouve, avec des annonces qui sont faites que pour les agences de notation, sur une réforme supplémentaire, sur l'assurance chômage, remettre encore le projecteur sur les plus précaires, ça ressemble à une mauvaise politique économique. C'est la politique économique menée depuis 2017, et celle-là, elle nous conduit où ? À ce qu'on soit dégradé par les agences de notation et de plus en plus de précarité. Mais sans parler des agences de notation, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, lorsque vous observez, et on va rentrer un peu plus en détail bien sûr, Frédéric Souillot, est-ce que vous estimez quand même que la France et ses entreprises, puisque vous êtes sur une chaîne économique, sont vraiment dans une période très délicate? C'est la situation politique qui est délicate. Après, ce qu'en tireront les investisseurs ou les bourses? Alors, on ne suit pas le cours de la bourse à Force ouvrière. Non, mais on a bien vu que depuis une semaine, ça se casse la gueule, excusez-moi le terme, mais oui, parce qu'il y a beaucoup de craintes, sur justement l'avenir économique de la France, oui, mais pas que. Mais si on prend un peu de recul, en 1981, il n'y avait pas les mêmes craintes avec les investisseurs qui partaient à l'étranger. Parce que ça coûtait. Oui. Parce que pour vous, aujourd'hui, non, mais attendez, c'est très intéressant, Frédéric Souillot. Aujourd'hui, c'est un peu comme 1981, en fait.
Mais, dès que les investisseurs s'inquiètent, il faudrait que les politiciens changent leur programme. Maintenant, je ne suis pas d'accord. Les investisseurs doivent continuer d'investir dans le pays. Le président de la République a parlé de réindustrialisation, eh bien qu'il la mette en place, la réindustrialisation. Je ne comprends même pas qu'on ait encore attendu. C'est ce qu'il, en même temps, c'est ce qu'il essaye de faire. Et en 1981, il n'y avait pas vraiment la réindustrialisation, c'était pas vraiment le leitmotiv. Non, juste, est-ce que pour vous, là, vous comparez quand même cette période avec les programmes, notamment du nouveau Front populaire ou alors de l'Assemblée nationale? Est-ce que pour vous, c'est un peu comme un choc aussi fort que 1981? Un choc éventuel, évidemment. Alors, c'est le choc que ressentent les investisseurs. C'est pas ce que je dis moi. Moi, ce que je dis, c'est que nous, on va publier nos revendications. Et dans nos revendications, il y a la hausse des salaires, l'abrogation de la réforme des retraites, l'abrogation de l'assurance chômage, pour qu'on redonne la place qui est la sienne à la négociation collective dans ce pays. Oui. Quelles que soient les conséquences, notamment sur les finances publiques ou sur le risque France, entre guillemets. Mais enfin, le risque France, le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, on présente la facture à qui ? Pas aux entreprises, on la présente aux travailleurs, le quoi qu'il en coûte, la facture du quoi qu'il en coûte, et nous le disions déjà à l'époque. Enfin, on présente de quelle manière ? Eh bien, parce que le dérapage des finances publiques, justement, c'est qu'on n'a pas présenté aux Français quoi qu'il en coûte, la facture du quoi qu'il en coûte. À la facture du quoi qu'il en coûte, recul de l'âge de départ, allongement de la durée de cotisation, réduction des droits des demandeurs d'emploi. C'est bien déjà une facture qu'on présente. Comment ? Bouclier énergétique, bouclier tarifaire, quand même, qui se sont arrêtés d'ailleurs. Hein. Oui, mais il fallait bien les arrêter à un moment ou à un autre, non ? Oui, mais enfin, alors s'arrêter à un moment ou à un autre pour répondre à quelle norme ? La norme européenne. Si on avait continué d'entretenir notre nucléaire, alors on est pour ou contre le nucléaire, mais on avait le plus grand nombre de centrales au monde, oui, bien sûr. Mais on ne les a pas entretenues. Oui. L'année dernière, on aurait dû vendre de l'électricité au monde entier plutôt que d'en acheter. Oui, mais ça, il faut s'adresser plutôt à des François Hollande et à d'autres... Ségolène Royal et d'autres ministres, pas forcément Emmanuel Macron, même si c'est lui qui a fermé Fessenheim. Enfin, il appliquait la loi. Ça fait 25 ans que la politique antinucléaire fonctionne dans ce pays. Et du coup, il ne va pas y avoir de génération spontanée pour remettre en route les centrales. Parlons du compte à rebours. Ça y est, c'est enclenché sur l'assurance chômage, puisque de toute manière, il faut un décret le 1er juillet, puisque c'est la fin de la précédente convention. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron a dit qu'il assumait, mais qu'en revanche, peut-être les modalités pourraient être discutées. Vous dites, nous, on veut rien entendre, on veut pas de modalités, il faut retirer cette réforme de l'assurance chômage ? Ce que je dis, appliquer la convention qui a été signée, 3 organisations syndicales représentatives, 3 organisations professionnelles, en décembre de l'année dernière, où là, on avait bien trouvé un accord sur une convention d'assurance chômage. Et là, aujourd'hui, remettre en cause, réduire encore les droits des demandeurs d'emploi, c'est pas ça qui crée du travail. On nous parle de plein emploi en nous disant, moins ils attendront à l'assurance chômage, plus ils reprendront un emploi. C'est faux. Le nombre d'emplois non pourvus, c'est 416 000 aujourd'hui, c'était 390 000 en 2019. Le sujet, il n'est pas là. Oui, mais justement, il faut peut-être diminuer, raccourcir la période qui ouvre une indemnisation. Pourquoi raccourcir la période qui ouvre une indemnisation ? Comme ça, à ce moment-là, les gens vont aller chercher un travail, un job. En tous les cas, c'est le pari du gouvernement et de la majorité actuelle. Aujourd'hui, être au chômage ou au RSA, c'est pas un choix. Quand j'ai entendu certains de la majorité présidentielle, encore aujourd'hui, expliquer les choses, ils garderont des contrats plus longtemps. Mais ils ne demandent que ça, garder des contrats plus longtemps. On ne fait pas de l'optimisation, c'est comme l'optimisation avec les arrêts maladie, ça n'existe pas, ça. Donc on a signé une convention. Oui, la convention, là, visiblement, il y a un décret qui va être signé. Il y a un décret qui devrait paraître d'ici le 1er juillet. Voilà, et je crois qu'on est convoqué le 20 juin pour donner notre avis sur le décret avant qu'il parte au Conseil d'État. Tout à fait. Là, maintenant, vous allez donner votre avis. Vous pensez que le gouvernement va changer de position ? Le gouvernement, il a la possibilité de reconduire la convention actuelle
jusqu'au 31 décembre. C'est ce que j'avais cru comprendre de l'intervention du président de la République. Oui, le mercredi, en tous les cas, c'est ce qu'il avait. On a tous compris ça. Et puis, avec le lendemain, le Premier ministre fait autrement. Et vous avez eu des éclaircissements depuis? On n'a pas eu cette réunion du 20 juin va servir à quoi? On nous a juste dit on va décaler. Et quand on nous a annoncé qu'on décalait au 20 juin cette réunion de consultation où nous devrons donner un avis, on a pensé que c'était parce qu'on allait reconduire et que tout le monde allait raison garder. Eh bien non. Apparemment, mais nous le verrons le 20 juin, apparemment on devrait avoir un décret qui met en place cette nouvelle réforme d'assurance chômage. Et qui ne rentrerait pas en vigueur tout de suite, qui rentrerait en vigueur en décembre justement. Oui, 1er décembre 2024. Mais pour autant, c'est quand même psychologiquement compliqué, moralement insoutenable. Dissolution de l'Assemblée nationale et quand même vous voulez faire la réforme de l'assurance chômage? C'est incompréhensible. Ce qu'on peut dire, c'est que ça y est, la machine était enclenchée avant le coup. Ouais, enfin, la machine enclenchée. Avant même que la décision soit prise, enfin en tous les cas, ou connue. Oui, mais bien justement, le président de la République décide de dissoudre après les élections européennes, qui ne se passent que sur un tour. On n'a jamais vu ça. Maintenant, c'est son choix. Et il ne m'a pas demandé mon avis non plus. Pour le coup, eh bien... Vous lui auriez dit non? Je lui aurais dit que c'était pas... C'était une très mauvaise idée, à mon avis. Même s'il y avait près de 50% qui avaient voté pour les extrêmes? Alors, je ne sais pas ce que vous dites. Parce qu'en fait, celui qui a fait une campagne aux élections européennes contre le Rassemblement national, c'est bien le président de la République et le Premier ministre. Ils ont même... Le Premier ministre n'était pas candidat aux élections, il a voulu faire un débat. Eh bien, moi, je pense que ce vote, c'est un vote anti-Macron. C'est pas autre chose. Oui. Donc là, donc, quelque part, vous justifiez le fait qu'il ait fait ce choix de dissolution. Non, je justifie pas. Attendez, je ne justifie pas le choix du président de la République, c'est son choix, qu'il l'assume, mais il nous demande de l'assumer tous. Quand tout à l'heure vous me parliez des investisseurs, du risque pour la France, c'est lui qui a fait prendre ce risque. Et je le redis, la dissolution, c'est un aveu d'impuissance. Et ça ne fera pas taire les colères. La réforme des retraites, là aussi, vous êtes sur vous êtes sur la ligne. Sur quelle ligne? Sur la ligne du Rassemblement national ou du nouveau Front populaire? C'est-à-dire, c'est retour à 60 ans ou à 62 ans? La réforme des retraites, j'en demande l'abrogation. Oui, pour un retour à quoi? Je demande l'abrogation de cette réforme des retraites et je vais même aller déposer, alors j'ai déposé une QPC, parce que loi de finances rectificative de la sécurité sociale, la réforme des retraites, comme l'avait expliqué la Première ministre, il devait y avoir 12 milliards dans les caisses de la Sécu au 31 décembre. Bon, apparemment, le ministre de l'économie les cherche encore, ces 12 milliards. Et on a même un rapport du Conseil d'orientation des retraites, même si on a changé de président, qu'ils ont mis un président plutôt pro-président de la République. Eh bien, la réforme des retraites n'a fait qu'aggraver les comptes de notre caisse d'assurance vieillesse. Ça veut dire que c'était insuffisante. Non, ça ne veut pas dire qu'elle était insuffisante. Ça veut dire que ça reprend tout ce que nous disions. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Ils aimeraient bien avoir encore un travail. C'était l'emploi des seniors, le cœur de tout cela. On a encore le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans. Oui, ça évolue un tout petit peu sur les 55-60. Oui, un tout petit peu. Un tout petit peu, on peut dire ça comme ça. Mais vous demandez le retour à quand? Le retour à 64 ans, 62 ans, 60 ans? Écoutez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Moi, je demande l'abrogation de la réforme des retraites sur le recul de l'âge de départ et l'allongement de la durée de cotisation. Et donc, oui, mais pour arriver à où? Mais arriver où? Donc 64 ans? Mais comment? Mais non, ça ne peut pas être 64 ans, puisque c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Donc vous demandez 62, 60, vous demandez quoi? Je demande ni l'un ni l'autre l'abrogation de cette réforme, puisque pour l'instant, on peut croire tout ce qu'ils proposent les uns ou les autres. Maintenant, l'abrogation de cette réforme, du recul de l'âge de départ et de l'allongement de la durée de cotisation. Et après cela, on parle de l'emploi des seniors, c'est prendre les choses par le bon bout et pas faire autre chose. Puisque autrement,
dans 3 ans ou dans 4 ans, on nous dira mais c'est déséquilibré ou ça ne le sera jamais. Ouais. Alors maintenant, et l'autre aussi promesse très forte, alors pour les deux extrêmes, pour reprendre l'expression, c'est le Rassemblement national qui dit qu'il faut une augmentation. C'est pas la mienne, c'est la vôtre. Il faut augmenter les salaires de 10%, et le nouveau Front populaire dit qu'il faut un SMIC à 1 600 € net. Est-ce que pour vous c'est jouable pour les PME, les TPE? Est-ce que c'est jouable, sachant que déjà que le SMIC, il a déjà progressé de 10% en fait en 2 ans? Oui, mais lié à l'inflation. Oui, bien sûr. Alors, et la prime avec la prime d'activité de Macron, grosso modo, ça fait 1 600 € quoi. La prime d'activité de Macron, comme vous l'appelez. Oui. Bah, c'est le collectif qui paye cette prime d'activité. C'est nos cotisations. Donc aujourd'hui, dire 1 600 net sur le SMIC, c'est dire le SMIC plus la prime d'activité, ça fait 1 600 net. Et sans la prime d'activité, alors les petites et moyennes entreprises ont un allègement total de cotisation patronale jusqu'à 1,6 SMIC, sans aucune conditionnalité. L'idée, c'est comment est-ce qu'on met des conditionnalités d'aide publique aux entreprises. La première chose, c'est l'emploi. Deuxièmement, c'est les salaires. Et troisième, conditions de travail. Donc pour vous, c'est possible de mettre le SMIC à 1 600 € net? Bien sûr. Oui. Est-ce que pour vous, il n'y a pas un impact quand même direct sur la compétitivité des entreprises françaises? C'est pas forcément un gros mot pour Force ouvrière. Ah non, ça l'est pas du tout. Mais moi, je suis même pour la croissance. Parce que quand les entreprises vont bien, ben, on arrive à avoir des négociations sur les salaires, on arrive à améliorer les conditions de travail. Moi là-dessus, la compétitivité ou la productivité des entreprises, elles me vont. Est-ce qu'on est en complet décalage? Alors évidemment, si on nous compare à la Chine, au Vietnam ou au Suriname... Ou à une partie des pays de l'Union européenne, notamment les pays de l'Est. Oui, mais ça, c'est dans l'Union européenne. Maintenant, avec nos voisins directs, on ne serait pas en concurrence ou contre-productif avec un SMIC à 1 600 €. Et le SMIC, gagner le SMIC toute sa vie, c'est quand même pas un but en soi. Bien sûr. C'est redonner la main aux conventions collectives, redonner la main à la négociation collective. Est-ce que pour vous, le pire est devant nous, Frédéric Souillot? Je sais pas, moi je suis toujours optimiste et enthousiaste. Alors quand j'entends le Premier ministre qui dit qu'il veut porter la prime partage de la valeur à 10 000 €, j'ai regardé combien avait été distribué en 2023, puisqu'il sortait des chiffres. Eh bien, la moyenne, c'est 835 € pour 5 265 000 salariés. Il y a 27 millions de salariés dans le pays, et la moyenne, c'est 885 € de prime partage de la valeur. Alors, il pourrait même la monter à 100 000 €, hein. C'est pas pour ça que les entreprises donneraient plus. Et ça tuerait toutes les négociations sur les salaires. Parce que quand vous allez à votre banque et que vous voulez faire un emprunt pour acheter une voiture ou pour acheter une maison, on va vous demander ce que vous gagnez tous les mois. Votre prime de partage de la valeur, elle ne rentre pas en compte, ni l'intéressement, ni la participation. Ouais. Donc pour vous, la seule solution, c'est le pouvoir d'achat et augmenter les SMIC. Augmenter les salaires, l'augmentation générale des salaires. 10% pour tout le monde. Mais moi, je suis pour l'augmentation générale des salaires et à Force ouvrière, nous sommes pour l'augmentation générale des salaires. Donc ça relance l'inflation, mais c'est pas grave. Mais on relance l'inflation à quel titre? Bah, si vous augmentez les salaires. Ah bon? Oui. Pourquoi ça relance? On relance la consommation, et on paye des cotisations et les uns et les autres et on préserve notre protection sociale collective. Et on baisse les marges des entreprises. Ouais, mais alors, les marges des entreprises, elles servent à quoi? On a signé un accord partage de la valeur. Eh bien, partageons les valeurs. Voilà, c'est le partage de la valeur, le point clé. Merci beaucoup, Frédéric Souillot. En tout cas, vous êtes exprimé ici, secrétaire général de Force ouvrière. Donc, à suivre toutes les propositions différentes, les différents programmes économiques qui, pour l'instant, restent assez flous. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Je suis d'accord. Voilà.